Bonjour et bienvenue au webinaire de SPO sur l'orientation des responsables de la PCI en soins de longue durée. Cette deuxième séance porte sur la surveillance. Je m'appelle Boyce Marupov et je suis chef d'équipe de la PCI à SPO. J'ai le plaisir d'animer notre deuxième séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, voici quelques points d'ordre administratif. Le clavardage a été désactivé pour limiter les distractions. Veuillez utiliser la fenêtre de questions si vous avez des questions pendant la séance. Il y aura une discussion et une période de questions après la présentation. Les diapositives de la présentation et l'enregistrement seront disponibles dans 2 semaines sur notre site Web. Au cours de la séance, si vous avez des problèmes techniques, veuillez envoyer un courriel à capacitybuilding@oahpp.ca. Aujourd'hui, nous parlons de la surveillance, qui est mon sujet préféré. J'appuie des activités et des initiatives de surveillance depuis plusieurs années, surtout pour le secteur des soins de longue durée. La surveillance permet de recueillir des données précieuses pour appuyer la prise de décision fondée sur des données réelles. Et maintenant, voici mes collègues, les conférenciers d'aujourd'hui. Darius Pejak et Laurie Schatzler. Darius est spécialiste de la PCI à SPO. Il a passé 15 ans dans des établissements de soins actifs et de soins de longue durée à travailler à la prévention et au contrôle des infections ainsi qu'à la santé publique locale. Darius détient des titres de compétences en prévention des infections, en épidémiologie et en santé publique. Il est ancien membre du Comité consultatif provincial des maladies infectieuses. Laurie est spécialiste de la PCI auprès de SPO. Auparavant, Laurie a travaillé comme infirmière en santé du travail en soins actifs, infirmière de soins de première ligne au sein d'une équipe de santé familiale et infirmière en santé publique dans plusieurs bureaux de santé publique dans le nord-est de l'Ontario et au Michigan. Laurie a maintenu ses certifications en prévention des infections et en soins infirmiers en santé au travail. Elle apporte ses domaines d'expertise à son rôle actuel à SPO. Laurie, à vous la parole. Merveilleux. Merci beaucoup, Boyce. Bienvenue à notre deuxième séance. Je suis heureuse que vous soyez ici aujourd'hui. Je suis emballée par ce sujet et surtout parce que j'ai toujours trouvé le terme surveillance très intimidant, étant donné que j'ai travaillé comme infirmière en santé publique, infirmière en santé du travail et infirmière de soins de première ligne. Je n'ai jamais pensé que je faisais de la surveillance. Quand je me suis rendu compte que je le faisais depuis le début, c'est devenu plus raisonnable et pratique pour moi. Cette séance vous donnera un aperçu et une compréhension de la surveillance dans le cadre de votre programme de PCI. Nous vous expliquerons les étapes à suivre pour planifier un système de surveillance, recueillir les données et les compiler. Nous vous montrerons comment l'utiliser, l'interpréter et le présenter aux gens qui peuvent faire une différence dans votre établissement. Nous examinerons une ressource complémentaire élaborée par SPO pour vous accompagner dans cette série de webinaires. C'est la liste de vérification pour l'orientation. Darius et moi passerons en revue les étapes de surveillance. Nous espérons avoir du temps pour les questions. Lors de la dernière séance, nous avons présenté cette liste de vérification qui vous servira de trousse d'outils, de feuille de route, pour vous guider dans les domaines clés d'un programme de PCI et dans votre rôle. Cette présentation comprend des liens vous permettant de faire d'autres devoirs et lectures. Nous vous les fournirons. La liste de vérification reflète les principaux éléments d'un programme de PCI que nous présenterons dans cette série de webinaires. Avant de passer à la surveillance, il est important de parler de ce qu'est la surveillance et des raisons pour lesquelles elle est importante dans le cadre d'un programme de PCI. Je considère la surveillance comme un système à 2 parties. Vous devez avoir une façon très organisée et continue de recueillir l'information dans votre foyer
dans le cadre de votre programme de PCI pour améliorer des domaines précis de la santé de la population. La première partie consiste à recueillir cette information et à la manipuler de façon logique. La deuxième partie va au-delà de la collecte de renseignements. C'est le partage des connaissances acquises grâce à la surveillance pour les membres de votre organisation qui peut avoir un impact direct sur l'affectation des ressources là où elles sont nécessaires pour améliorer la santé. Il s'agit d'une première étape pour soutenir votre programme de PCI, réduire les infections liées aux soins de santé ou nosocomiales et améliorer la qualité des soins. Ensuite, il faut se demander pourquoi maintenir une surveillance dans les foyers de soins de longue durée. Dans la première séance, nous avons dit que l'on veut vraiment jouer un rôle important dans la réduction des infections nosocomiales en soins de santé de longue durée. La majorité de ces infections sont évitables. La surveillance est essentielle pour déterminer les étapes et les outils nécessaires pour réduire ce fardeau. La COVID-19 a imposé un énorme fardeau disproportionné aux résidents des foyers en termes de la morbidité et de la mortalité. Nous l'avons toujours constaté dans les foyers de soins de longue durée avec la grippe et d'autres infections respiratoires aiguës. Vous pouvez réduire ce fardeau en réduisant ces infections pour vos résidents ainsi que votre personnel et toute autre personne dans votre établissement. Vous pourriez avoir d'autres raisons de faire la surveillance. Par exemple, pour établir des taux de base des infections nosocomiales dans vos établissements et pour les surveiller au fil du temps. Ou encore, pour surveiller les grappes ou les tendances et relever les signes et les symptômes grâce à la surveillance syndromique afin de mettre en place des mesures si vous détectez une éclosion. Lorsque vous planifiez un système de surveillance, vous voulez identifier les résidents à risque élevé. Nous avons parlé des infections respiratoires aiguës et du fardeau que représentent les infections des voies respiratoires inférieures, comme la grippe, pour votre population. Certains de vos résidents ont des dispositifs dans leur chambre, comme des cathéters urinaires. Certains sont diabétiques ou immunodéficients. Vous voulez les identifier pour adopter une approche ciblée. Vous pouvez aussi détecter les maladies importantes pour la santé publique que vous devez signaler à votre bureau de santé publique local et aux médecins hygiénistes et détecter toute maladie infectieuse émergente, toute nouveauté que l'on voit dans votre communauté et que vous voulez maintenant surveiller dans votre établissement. Les deux autres aspects intéressants de la PCI sont liés à la prévention. Il s'agit vraiment de voir l'efficacité des mesures de PCI. Ceci vous permet d'établir des taux de base et de mettre en place des mesures pour améliorer les résultats en vous appuyant sur vos données. Ainsi, vous serez dans les unités, vous serez visible, vous sensibiliserez les gens à la valeur et à l'importance des pratiques de PCI. Vous partagerez cette information avec les décideurs ainsi qu'avec la haute direction et vous parlerez au personnel des unités afin de leur permettre de constater la différence qu'ils font au quotidien. Nous avons mis en évidence 4 types de surveillance ici. Il y a d'autres types de surveillance, comme la surveillance totale ou la surveillance à l'échelle de l'établissement, où vous surveillez tout ce que vous pouvez, ce qui est tout simplement déraisonnable. Nous classons la surveillance dans 4 domaines. Il y a d'abord la surveillance ciblée. Vous ciblez une unité précise qui pourrait présenter un risque plus élevé d'infection acquise dans votre établissement. Ou vous ciblez une population de patients en particulier, ou bien n'importe quel type d'infection. La surveillance de procédés porte sur des choses que vous ne considérez peut-être pas comme de la surveillance, mais que vous faites davantage sous forme de vérification. Par exemple, la surveillance de l'hygiène des mains ou de la conformité, ou encore des façons de mettre et de retirer l'EPI. Il peut s'agir de vérifications que vous faites pour évaluer le respect des procédures et des normes, tout comme pour le nettoyage de l'environnement. Et votre surveillance des résultats porte spécifiquement sur les résultats des résidents.
l'évolution de leur état de santé qui est attribuée aux soins et aux services. La surveillance des taux d'infection nosocomiale en est un exemple. Elle démontre que vos programmes de PCI sont efficaces et que la protection de vos résidents, de vos fournisseurs de soins de santé et de vos visiteurs permet de réduire ces infections nosocomiales ainsi que les coûts. La surveillance syndromique consiste à examiner une grappe de symptômes. Vous le faites tout le temps avec les listes d'isolement et vos listes quotidiennes pour surveiller les symptômes et les signes de vos résidents et du personnel, mais aussi pour identifier des résidents à risque de contracter des infections spécifiques. Il peut s'agir d'infections respiratoires aiguës, d'infections urinaires ou d'infections cutanées, entre autres. Examinons les étapes de la conception d'un système de surveillance. La première étape est la planification. Nous en avons parlé un peu. Il s'agit d'évaluer la population. Il faut examiner le type de résidents que vous traitez, les risques auxquels ils sont exposés et les interventions invasives les plus courantes qui peuvent se dérouler dans votre établissement. Il faut aussi tenir compte des infections les plus courantes et des préoccupations de santé de la collectivité afin de communiquer avec la santé publique. Vous devez aussi savoir ce qui se passe dans la région environnante qui vous met à risque. Lorsque vous sélectionnez les résultats à surveiller, vous devez déterminer ce qu'il faut cibler en ce qui concerne les infections évitables. Où pouvez-vous faire une différence? Et quels sont les plus grands risques sur lesquels vous voulez vous concentrer pour influencer les résultats pour votre population résidente et votre personnel? Pour les infections des voies respiratoires inférieures, nous avons parlé d'infections urinaires ou peut-être de colonisation ou d'infections par des organismes antimicrobiens. Ensuite, nous voulons établir des définitions de cas. Ceci vous permet de comparer vos données au fil du temps d'une façon clairement définie avec des critères précis. La collecte de renseignements se fait en fonction de vos définitions de cas. Ces définitions sont établies de plusieurs façons. Elles vont dépendre de la source que vous avez utilisée pour les définitions de cas. Vos bureaux de santé publique et vos responsables de la PCI peuvent vous aider à les établir, mais PCI Canada offre à ses membres des critères de définition de la surveillance des infections dans les établissements de soins de longue durée et d'autres outils de soutien. La Society for Healthcare Epidemiology of America a aussi des définitions de cas. Le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses, par l'entremise de SPO, en a aussi. Leur pratique exemplaire documente la surveillance des infections nosocomiales chez les patients et les résidents. Je crois qu'il s'agit de l'annexe D. Nous avons fourni des liens au bas de la page et nous avons des ressources à la fin de cette présentation. Après la planification, vous devez commencer la collecte de données. Vous pouvez le faire de deux façons. Vous avez vos définitions de cas, vous examinez l'évolution de l'infection. Vous devrez peut-être recueillir des données sur les résidents pendant leur séjour ou peut-être rétrospectivement après leur congé. Et il y a diverses sources de données pour le faire directement dans les unités. Les rapports de laboratoire, vos listes d'isolement, les journaux d'admission et le diagnostic clinique. Vous connaissez la collecte passive de données où vous comptez sur d'autres employés pour recueillir cette information pour vous. Cette méthode exige le moins de ressources et de travail de votre part, mais elle présente aussi un risque accru d'erreur de classement ou de sous-déclaration de l'information dont vous avez besoin. L'information pourrait ne pas répondre aux critères des cas. La collecte active de données est très importante. Vous cherchez activement ces données tous les jours. Cette méthode exige des efforts soutenus du responsable de la PCI,
mais fournit un niveau de sensibilité plus élevé pour les données que vous rassemblez. Vous ferez probablement un peu des deux parce que vous ne pouvez pas être partout, en tout lieu et à tout moment, 24 heures sur 24. Après avoir recueilli vos données, vous voulez déterminer comment les stocker et les organiser. Il y a plusieurs façons de le faire. PCI Canada a des ressources pour vous. Par exemple, il y a une base de données sur la surveillance des soins de longue durée et un outil de production de rapports dans un format électronique où vous ajoutez vos données. Vos bureaux de santé publique peuvent vous fournir des outils précis. Vous pouvez en utiliser d'autres. Beaucoup d'entre nous utilisent le logiciel Excel de Microsoft et il y a le logiciel SAS que je ne connais pas. Mais si vous le connaissez, vous pourrez peut-être en parler plus tard. Je cède maintenant la parole à Darius, qui vous expliquera les prochaines étapes de l'analyse des données. Merci beaucoup, Laurie. Comme Laurie l'a mentionné, beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, trouvent la surveillance un sujet intimidant parce que beaucoup de nouveaux termes sont introduits, ce qui peut porter à confusion. Et ensuite, il y a les mathématiques. Beaucoup de gens ont un peu peur des mathématiques. Je vais en parler dans les prochaines diapositives. Mais si on y regarde de plus près, c'est très simple. On fait de la surveillance depuis un certain temps sans parler de surveillance. C'est génial de donner de nouveaux termes à des choses que vous faites déjà. Mais ce serait quelque chose que vous connaissez bien. L'analyse des données fait partie intégrante de la définition de la surveillance. Mais les taux sont un concept important en surveillance et analyse des données. Alors, parlons-en. Notre taux est en fait un calcul simple. C'est là que vos calculs entrent en jeu. Mais comme vous le voyez ici, la formule comporte seulement 3 parties. Il y a un numérateur, un dénominateur et une constante. Nous allons les passer en revue. Le X est le numérateur. Il représente simplement l'information que vous recueillez. Par exemple, le nombre de résidents atteints d'une infection précise serait votre X. Il s'agit essentiellement du nombre de cas que vous avez déjà identifiés, et ce, lors des étapes de la collecte de données dont Laurie vient de parler. Y est le dénominateur. Il représente la population à partir de laquelle les données sont recueillies. Par exemple, il peut s'agir de l'une des unités de soins pour résidents de votre foyer ou d'une sous-population à l'intérieur du foyer. Prenons le cas des résidents du foyer qui ont une sonde de Foley ou un autre appareil inséré. Et enfin, on a K, qui est notre constante, qui est le concept le plus difficile à comprendre pour certains. Avec une constante, on peut transformer le résultat généré pour le rendre un peu plus uniforme et pour éliminer certaines choses compliquées, comme les fractions qui rendent difficile de déchiffrer ce que les données nous disent. Cette constante a pour but de donner un résultat qui est un nombre entier, de préférence qui n'a qu'un chiffre à gauche du point décimal. Cela facilite la comparaison. Mais au bout du compte, lorsqu'on transmet l'information aux autres, cela facilite beaucoup la compréhension. À titre d'exemple, disons que vous allez subir une intervention chirurgicale et que le chirurgien essaye de vous expliquer le risque d'infection associé à votre intervention. S'il vous dit que le risque d'infection est de 0,001, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Mais s'il vous dit que le risque d'infection est de 1 sur 1000 cas ou opérations, c'est beaucoup plus logique. Je vois cela comme un chiffre plus pertinent lorsqu'on parle de 1 sur 1000. Cela met vraiment les choses en perspective et la constante qui permet de le faire peut varier un peu en fonction des données que nous examinons. La constante pourrait être fixée à 100, à 1000, comme dans l'exemple chirurgical, à 10 000 ou à 100 000. Il y aura quelques exemples pour clarifier un peu les choses. Mais comme mentionné, on attribue la constante pour rendre les choses un peu plus pertinentes et compréhensibles. Pour les nouvelles colonisations d'organismes résistants aux antimicrobiens, comme le SARM ou l'ERV, la constante que l'on utilise habituellement, ou le K, est de 10 000. Elle est fondée sur les jours de résidence. Pour les types d'infections,
Ce pourrait être plus précis, comme pour les infections associées à un dispositif ou associées au cathéter, ou encore l'exemple chirurgical que j'ai mentionné, on utiliserait 1000. Par exemple, ce serait 1000 jours cathéter. Pour la plupart des programmes de surveillance, une bonne partie de ces données sont assez normalisées. Bon nombre de ressources que Laurie a mentionnées fournissent ces détails et donnent des approches normalisées précises. Vous n'avez pas à vous demander « Qu'est-ce que je devrais utiliser? Dois-je trouver ma propre constante ou mon propre dénominateur? » La documentation sur le contrôle des infections peut vous indiquer ce qui doit être fait, ainsi que les définitions de cas que vous suivez. Pour clarifier les choses, je vais vous donner d'autres exemples. La surveillance dans les foyers de soins de longue durée utilise le plus souvent des taux pour les infections nosocomiales et les infections associées à un dispositif. Voyons cela de plus près. On peut voir ici que l'incidence ou la prévalence est utilisée pour mesurer l'occurrence de la maladie. On en a parlé tantôt. Les taux d'incidence, par exemple, sont de nouveaux cas d'infection. Pour nos cas, on veut envisager une période de temps pour mettre les choses en contexte, n'est-ce pas? Surtout à des fins de comparaison. Donc, les incidents seraient de nouveaux cas dans un délai d'1 mois, par exemple. On utilise le nombre de jours résidents, c'est-à-dire le nombre de jours pendant lequel les résidents ont été à risque pendant une période ou une période préoccupante. Dans cet exemple, on examine les résidents, disons en janvier, et comme il y a 31 jours en janvier, la période de risque réelle serait de 31 jours. Mais on pourrait l'ajuster parce qu'on veut creuser un peu plus pour voir si c'est exact. Disons que l'un des résidents pour cette partie du calcul était sorti, disons, pendant une semaine de cette période de 31 jours. Vous voulez en tenir compte, parce que pendant cette semaine ou cette période de 7 jours, le résident ne serait pas à risque d'infection parce qu'il ne ferait pas partie de la population au foyer. Ce sont des éléments à considérer. L'autre mesure d'occurrence examinée dans le contrôle des infections est la prévalence. Cela comprend les cas nouveaux et existants dans la population pendant une période donnée. Cette période est très importante. Quand j'ai commencé à travailler en prévention des infections, on m'a dit de déchiffrer ces deux termes. La façon la plus simple est d'imaginer un robinet qui coule. Ça peut sembler un peu bizarre, mais en gros, quand on pense à un robinet qui coule, l'eau qui sort du robinet est l'incidence. Ce sont de nouveaux cas, l'eau fraîche qui arrive. Les nouveaux cas sont l'eau courante et l'eau qui s'accumule dans le bassin ou l'évier est la prédominance. Il y a l'eau qui est déjà dans l'évier, mais vous ajoutez de nouveaux cas, l'incidence. Tout cela représente le fardeau de la maladie, c'est-à-dire la prévalence, les nouveaux cas et les cas existants. Ce concept peut aussi être élargi en considérant le drain, par exemple, à mesure que l'eau s'écoule. Il s'agit de cas qui partent en raison de rétablissement ou de décès, et ces cas ne font pas partie de la prévalence. Et cela met les choses en perspective. On a la prévalence, l'incidence et ensuite le fardeau, et cela varie évidemment en fonction de ce qui se passe. Et dans cette situation, K est la constante. C'est pour faciliter la comparaison et des choses de cette nature. Pour la section de l'analyse des données, les taux peuvent aussi être calculés à partir des infections associées aux instruments médicaux. Il peut s'agir de sondes de Foley ou de tubes entéraux. Ici, le X peut représenter un certain nombre d'infections pour une période donnée. Par exemple, le nombre d'infections urinaires diagnostiquées chez les résidents qui avaient une sonde de Foley. Et le Y serait le nombre de jours appareils pour ce mois. Ainsi, on saisit le nombre total de jours où une sonde de Foley était insérée chez les résidents suivis. Et K est la constante. Et ici, pour les jours appareils, comme mentionné, ce serait 1000. Donc, ce sera multiplié par 1000 pour obtenir les 1000 jours cathéter. Il y a certaines ressources, comme la trousse d'outils de PCI Canada, que nous aborderons sous peu, qui vous aideront à calculer ces taux, ainsi qu'à produire des graphiques et d'autres choses qui rendent l'analyse de l'information beaucoup plus facile et efficace. La prochaine étape de la surveillance est l'interprétation des données.
Chaque étape de la surveillance est cruciale, de même que l'exactitude de chaque étape lors de son exécution. C'est parce que toute erreur ou omission pendant ces périodes aura une incidence sur la qualité des données, ce qui pourrait mener à de fausses conclusions. On ne veut pas agir sur la base d'informations erronées, parce que beaucoup de mesures consistent à mettre en œuvre certaines mesures, à supprimer certaines activités ou à y mettre fin. Vous voulez vous assurer de lire des renseignements exacts. Au cours de l'étape d'interprétation des données, demandez à vos collègues de passer en revue les taux que vous avez générés. C'est toujours bien d'avoir un deuxième regard, même si c'est presque redondant. Assurez-vous que les données recueillies et analysées ont été recueillies avec exactitude et analysées comme elles devraient l'être, afin que l'information soit exacte. Si possible, comparez vos taux à des périodes de surveillance précédentes dans votre foyer. C'est ce qu'on appelle souvent l'analyse comparative interne. On fait une comparaison de références du passé. D'après le sondage, certains d'entre vous ne font peut-être pas de surveillance ou n'examinent pas certains aspects que vous pourriez suivre à l'avenir. Vous pourriez donc manquer ce contexte historique, ce qui peut rendre difficile de déterminer si ce que vous regardez maintenant est exact. Pour les données de surveillance, les changements sont habituellement très minimes et très progressifs. Vous ne devriez pas voir de sauts et de bonds massifs. Ce serait bien si c'était le cas, mais c'est généralement assez lent. Les changements spectaculaires que l'on observe sont généralement pour le pire. Souvent, c'est une éclosion ou autre chose, peut-être qu'un article contaminé a fait l'objet d'un rappel ou quelque chose qui entraîne des répercussions très graves sur nos résidents ou nos patients. Mais dans l'ensemble, les données ne devraient pas changer beaucoup, et c'est pourquoi on examine les chiffres historiques. Ainsi, vous êtes sûr que ce que vous faites est exact et que vous n'avez pas fait d'erreur dans vos données. Mais il se peut que vous ne connaissiez pas le contexte historique. Alors, vous pourriez envisager d'autres installations, mais le défi ici, c'est que vous devez être très comparable. Parce qu'en faisant de la surveillance, vous utilisez des définitions précises, vous examinez des populations précises dans votre foyer. Et si l'autre foyer, ou les données tirées de la littérature, portent sur une population différente, vous utilisez des définitions de cas différentes. Les données ne sont pas comparables. Et cela peut vous faire penser que votre foyer est peut-être bien pire ou bien mieux que d'autres foyers, alors qu'en fait, c'est peut-être faux, simplement parce que les définitions sont si variées. C'est un aspect important à considérer. Quoi qu'il en soit, quand vous avez la certitude que les données sont exactes, il est temps d'interpréter les données et de tirer des conclusions. Si le taux d'infection est élevé, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Il faut examiner la situation, surtout après avoir vérifié tous les autres facteurs, pour s'assurer que les données ont été recueillies avec exactitude. Mais certaines choses peuvent donner l'impression que les taux sont un peu élevés, que les données recueillies révèlent qu'il y a une éclosion. Si c'est le cas, vous voudrez prendre des mesures. Il faut d'abord revenir en arrière pour s'assurer qu'il y a bel et bien une éclosion. Assurez-vous que les définitions des cas d'éclosion sont respectées et que tout est exact. Ensuite, vous allez bien sûr déclarer l'éclosion, mettre en œuvre des mesures de contrôle et le signaler à la santé publique locale s'il s'agit d'une maladie à déclaration obligatoire. S'il ne s'agit pas d'une éclosion, mais que les taux demeurent élevés, il faut faire une enquête plus approfondie. Pour plus de précision, vous pourriez utiliser les cadres de PCI existants. Vous connaissez probablement très bien certaines choses comme le train de transmission. Vous pouvez l'utiliser pour regarder en arrière parce qu'il vous montre comment les choses sont transmises. Si vous l'utilisez ainsi, cela peut vous donner une idée des facteurs de risque ou contributifs et vous permettre de déterminer les causes de la hausse subite de cas. Mais parfois, peu importe le recul, il peut être difficile de trouver la source réelle de l'augmentation des taux d'infection. Il faudra peut-être examiner d'autres facteurs, comme les problèmes potentiels liés à l'approche de surveillance. Peut-être que la population a changé et, surtout si vous avez des données historiques, vous n'avez peut-être pas remarqué
que les critères d'admission pour le foyer ont changé. Les résidents auront vieilli, peut-être qu'un plus grand nombre de personnes utilisent certains appareils. Tout cela pourrait avoir une incidence sur vos taux, alors il faut revenir en arrière. Tantôt, nous allons examiner une approche utile pour déterminer ce qui pourrait donner lieu à ces taux d'infection. Passons à la section « Communication des résultats ». La prochaine étape consiste à communiquer les résultats que vous avez obtenus, peu importe de quoi il s'agit. Le vieil adage selon lequel « pas de nouvelles, bonne nouvelle » ne fonctionne pas bien ici. Vous voulez communiquer les résultats, même si ce sont de bonnes nouvelles. Même si les résultats sont excellents, vous voulez les transmettre à tous ceux qui sont là parce que c'est très important. Vous voulez informer les intervenants concernés ainsi que le comité de prévention et contrôle des infections de votre foyer. Assurez-vous aussi d'aviser toute personne touchée par ces renseignements. Je ne parle pas de résultats négatifs seulement. Partagez les résultats positifs aussi, car c'est excellent pour le moral et utile pour renforcer la pratique de prévention et de contrôle des infections, car ça montre simplement ce qui est fait. Et si c'est bien fait, c'est positif et on veut que ça continue et même que ça s'améliore. Parlons de la communication des résultats. Il y a diverses approches de communication des résultats. Par exemple, les messages verbaux, écrits et visuels. Assurez-vous d'inclure des aides, des graphiques et des rapports, le cas échéant. Peu importe l'approche adoptée, vous devez vous assurer que l'information transmise est opportune, surtout si elle justifie une intervention immédiate. Par exemple, si vous déclarez une éclosion un vendredi avant une longue fin de semaine, assurez-vous que les gens qui établissent les horaires du personnel savent que vous allez déclarer une éclosion et assurez-vous de le faire le plus tôt possible. Informez-en aussi le coordonnateur de l'admission des résidents si ce poste existe. Vous ne voulez pas qu'une nouvelle admission soit envoyée à une unité où il y a une éclosion parce que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe au foyer. Il est donc essentiel de diffuser les résultats et l'information en temps opportun pour s'assurer que le foyer fonctionne bien. Notre dernière section est tout aussi importante. Nous allons parler un peu de l'évaluation. L'évaluation peut être divisée en deux parties. Il y a le processus et le résultat. À la diapositive précédente, j'ai parlé de taux d'infection élevés. Il se peut que vous soyez à la croisée des chemins, que vous ayez des taux élevés et que vous ne soyez pas en mesure de déterminer le résultat, le facteur contributif ou la cause de ces taux élevés. C'est là que l'évaluation du processus peut entrer en jeu. Vous pouvez cibler des sources. Ce sont des concepts très utiles qui permettent d'élargir votre approche de la PCI et d'utiliser tous les petits outils à votre disposition pour comprendre ce qui se passe. L'évaluation du processus nous renseigne sur la fonction d'un processus, à savoir s'il fonctionne comme il le devrait, et on peut tout évaluer à l'aide de ce type d'approche. Par exemple, la conformité et les étapes liées à l'insertion ou à la gestion de sondes de Foley. On peut utiliser les évaluations des processus pour ces choses. Pour évaluer les systèmes de surveillance, on peut avoir recours à des évaluations croisées. Vous devez vous assurer que votre système de surveillance est bien configuré et faire preuve de diligence pour veiller à ce que chaque étape soit bien exécutée afin que l'information soit fiable. À l'occasion, vous voudrez peut-être évaluer le système de surveillance et le processus pour vous assurer que toutes les mesures prises sont exactes et qu'elles sont effectivement suivies de façon appropriée. L'autre approche de l'évaluation consiste à examiner les résultats, dont Laurie a parlé plus tôt. Comme dans l'exemple sur les taux d'infection, ce sont les résultats d'action ou d'inaction qui peuvent, dans une certaine mesure, vous donner les conséquences de la pratique, n'est-ce pas? On examine les taux d'infection pour avoir une idée de ce qui se passe. Bien sûr, il est essentiel d'examiner les facteurs de prévention. On ne veut pas attendre que des infections nous disent comment agir, mais il est évidemment très important de surveiller ce qui se passe, car cela nous permet de structurer et de modifier le programme pour nous assurer de cibler les éléments les plus importants et les plus pertinents. Prenons l'exemple de C difficile. Si vous regardez les taux d'infection à C difficile, il est évident que la mesure des résultats serait l'incidence des infections. On a mentionné ce concept,
l'incidence, dont l'incidence des infections. Les nouvelles infections sont un résultat que l'on suivra, mais en même temps, on peut vouloir le jumeler à une évaluation du processus visant à examiner la pertinence de diverses mesures. Disons les protocoles de nettoyage avant l'abandon des précautions. C'est un processus que l'on veut examiner, surtout si l'on constate une augmentation des taux de C difficile. Vous voudrez peut-être aussi examiner l'utilisation des antibiotiques au foyer. C'est encore un exemple d'évaluation de processus. Voici un exemple d'une évaluation de processus en action. Et si l'on veut évaluer notre respect de la définition de cas, et cela touche à ce qu'on a mentionné plus tôt, pour les IVU par exemple, pendant nos collectes de données, on peut prendre des mesures ou des approches qui sont décrites ici, y compris l'examen ou la vérification des dossiers pour s'assurer que ce que nous trouvons est exact. Il est très important que d'autres vérifient l'approche utilisée pour évaluer et trouver les cas, parce que vous voulez vous assurer que vos approches sont bien appliquées. Ayez aussi des mécanismes intégrés pour promouvoir la qualité des données. Il s'agit d'une amélioration continue globale de la qualité à chaque étape de la surveillance. Rappelez-vous que lorsque vous changez ou modifiez votre approche, lorsque vous améliorez les choses, vous allez modifier votre façon de faire les choses. Et cela doit être reflété parce que lorsque vous obtenez les données et que vous avez des données de référence historiques, vous voulez tracer très clairement la ligne de démarcation entre les changements. Si vous avez modifié une méthode de recherche de cas, assurez-vous de la représenter dans un graphique ou d'autres renseignements visuels. Ainsi, les gens savent que s'il y a une anomalie, s'il y a un petit changement, cela peut se refléter dans le changement qui s'est produit dans l'approche de surveillance qui a été adoptée. C'est quelque chose dont il faut tenir compte. Je veux parler de la trousse d'outils de surveillance des soins de longue durée. Je sais qu'on a couvert pas mal d'informations, y compris de nouveaux concepts. Il existe des ressources qui visent à s'assurer que le sujet de la surveillance est accessible et pratique. L'une de ces ressources est ce document qui a été créé en collaboration avec Santé publique Ontario et PCI Canada. C'est une ressource complète qui vous permet de mettre en place un système de surveillance si vous n'en avez pas, ou à tout le moins d'évaluer le vôtre au moyen d'une évaluation du processus pour voir si votre système est exact et reflète cette orientation. De plus, ce document permet une certaine personnalisation. C'est aussi une ressource avec un webinaire associé, ce qui donne vie à une partie de l'information, ce qui est très bien. Cette deuxième séance de la série de webinaires a abordé les principes fondamentaux de la surveillance dans les foyers de soins de longue durée. Ce n'est vraiment qu'une rampe de lancement vers les vastes ressources existantes. On a présenté plusieurs diapositives d'informations et pour certains d'entre vous, c'est peut-être un début, mais cela vous donne une idée de ce qu'est la surveillance. Ce sont des ressources supplémentaires, mais je veux mettre le doigt sur la troisième. Cette ressource traite des exigences des programmes de surveillance. C'est un bon complément à la trousse de soins de longue durée dont je viens de parler. Et c'est important de l'utiliser parce qu'en tant que responsable de la PCI, vous devez vous familiariser avec l'épidémiologie des diverses maladies qui circulent dans la communauté, surtout les maladies respiratoires comme la grippe. Ainsi, vous connaissez bien les diverses choses qui existent et la façon dont elles peuvent affecter votre foyer. Merci beaucoup, Laurie et Darius. C'était très intéressant. Veuillez inscrire vos questions dans la fenêtre de questions et nous y répondrons. J'ai répondu à quelques questions. Veuillez continuer à poser vos questions et nous y répondrons. Je veux souligner 2 ou 3 choses, car la surveillance, comme je l'ai dit, est mon sujet préféré.
Cela peut sembler un peu complexe, comme les taux d'incidence, le taux de prévalence et tout le reste. J'aimerais souligner quelques points. Tout d'abord, vous faites tous de la surveillance. Presque tout le monde s'occupe de la collecte des données. Mais on peut trouver les faits et conclusions les plus intéressants après l'analyse des données. Lorsque vous compilez les données et effectuez l'analyse, vous pouvez voir certaines tendances, ce qui peut être intéressant. J'encourage tout le monde à l'essayer. Je compare aussi la surveillance. J'essaie d'utiliser des analogies parce que la surveillance est essentiellement la même. Dans d'autres régions, les gens recherchent d'autres activités suspectes. Et pour nous, ce sont essentiellement des micro-organismes. Nous les cherchons. Et si nous trouvons quelque chose de suspect, nous essayons d'intervenir et de résoudre le problème, n'est-ce pas? Il y avait aussi une question sur la comparaison et les données absolues. J'y ai déjà répondu. Les données absolues sont bonnes pour vous donner une compréhension générale de votre foyer, parce que vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un cas. Demain, c'est 5 cas dans un foyer semblable, dans le même foyer, et vous pourrez les comparer parce qu'on parle du même foyer. Mais lorsque vous parlez à vos collègues dans d'autres foyers, et comme dans mon exemple de l'IVU, si vous dites « j'ai 10 cas d'IVU, de SARM ou de C difficile, ou peu importe la maladie, et que vos collègues disent « oh, j'en ai 20 ». Mais le dénominateur, le langage utilisé ici peut être totalement différent dans un foyer. Il peut s'agir d'un foyer de 100 résidents et d'un autre foyer de 400 résidents. Et c'est pourquoi, quand le foyer de 400 résidents dit « j'ai 20 cas », on peut penser « wow, vous avez plus de cas », mais en fait, c'est moins. En surveillance, on veut utiliser un langage commun pour pouvoir se comparer les uns aux autres et comparer les tendances d'un mois à l'autre. Par exemple, d'une saison à l'autre. C'est pourquoi, essentiellement, on parle toujours de la saison respiratoire, lorsque les infections respiratoires augmentent. Et on le voit partout, pas seulement dans un foyer en particulier. Voilà certaines choses que je voulais vous dire. Je vais maintenant passer aux questions sans réponse. Serait-il utile de fournir des exemples concrets pour apprendre comment calculer le taux de surveillance? Darius, j'ai déjà fourni des chiffres. Pouvez-vous nous donner un autre exemple? Bien sûr, oui. Dans l'ensemble, cette séance vise à vous donner une introduction générale à la surveillance. On a parlé de concepts et de certaines définitions, mais pour les exemples de travail, consultez les ressources mentionnées dans la section sur les ressources, la trousse d'outils de la SPO et de PCI Canada. Ces ressources seront beaucoup plus utiles pour les exemples pratiques au quotidien et vous permettront d'utiliser les données réelles de votre foyer, ce qui les rendra beaucoup plus compréhensibles et pertinentes. L'intention générale aujourd'hui était de présenter le concept et l'aspect pratique. Les ressources mentionnées fournissent un exemple concret. Oui, et un rappel que cet enregistrement et les diapositives seront disponibles sur notre site Web. D'ici 2 semaines environ, comme je l'ai dit, vous pourrez donc revenir à l'enregistrement et le réécouter. Vous pouvez l'écouter plus d'une fois si vous souhaitez en apprendre davantage sur la surveillance. Et nous ne vous fournissons pas de renseignements complets.
C'est pourquoi cette série de webinaires est appelée une orientation. C'est en quelque sorte l'entrée dans toutes ces régions. Les ressources fournies et que nous allons fournir sur notre site Web vous guideront sur la façon de perfectionner vos compétences. Boyce, j'aimerais ajouter un commentaire à celui de Darius. Les foyers de soins de longue durée collaborent déjà de façon proactive avec les bureaux de santé publique pour appuyer la gestion des éclosions. Ils travaillent aussi avec leur réseau de PCI pour mettre en place des stratégies de prévention et examiner rétrospectivement les données d'une éclosion pour en tirer des leçons afin d'aider à mettre en place des stratégies de prévention à l'avenir. C'est un outil de plus dans votre boîte à outils. Oui, et merci, Laurie. Je tiens à vous rappeler que vous avez d'autres partenaires. Par exemple, votre bureau de santé publique. Et les réseaux de PCI sont un autre système créé en Ontario pour soutenir les foyers de soins de longue durée. Vous pouvez vous adresser à eux pour obtenir de l'aide. Il y a aussi une diapositive à la fin de cette présentation avec notre courriel. Communiquez avec nous si vous avez des questions précises. Prochaine question. Y a-t-il aussi une calculatrice pour enregistrer les chiffres uniques du taux de surveillance? En fait, la trousse d'outils de surveillance sur le site Web de PCI Canada, que nous avions élaboré en collaboration avec SPO et que nous avons partagé avec les gens au Canada, comporte ce formulaire Excel intégré. Lorsque vous commencez à l'utiliser et à mettre les chiffres absolus, il y a une formule dans la feuille Excel. Elle calculera le taux pour vous. Oui, elle est disponible. Et la question suivante. La surveillance des infections urinaires associées au cathéter est précieuse pour les foyers de soins de longue durée. Je vais laisser Laurie ou Darius répondre à cette question. Quelle est la valeur des IVU associés au cathéter dans les foyers de SLD? J'ai mentionné tantôt que c'est lorsque vous examinez votre population de base, et Darius a mentionné que vous pourriez avoir des infections associées à un dispositif. Donc, si vous reconnaissez les risques pour votre population, ainsi que les risques pour ces infections dans votre population résidente, par exemple, avec les organismes résistants aux antibiotiques et les infections respiratoires, il serait approprié de surveiller les infections des voies urinaires en soins de longue durée selon votre population. Darius, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, certainement. Et comme Laurie l'a mentionné au sujet de la surveillance passive et active, cela dépend aussi de ce qui se passe au foyer. Avec la surveillance passive, vous voyez peut-être qu'il y a beaucoup de résultats positifs et vous les attribuez éventuellement à un cathéter ou à un autre appareil du genre. Cela peut vous amener à vous rendre compte qu'il y a un problème au foyer et cela justifierait la mise en place d'un système complet d'évaluation ou de surveillance. Santé publique Ontario fournit des ressources sur les IVU qu'il serait très utile de consulter. Je reviens à une question précédente concernant l'analyse des données, parce que je pense que c'est un gros problème pour les gens en termes de mathématiques. Il peut y avoir des ressources dans votre foyer aussi. La plupart des établissements à l'extérieur de la PCI utilisent des taux et d'autres calculs du genre pour améliorer la qualité et d'autres mesures. Il y a très probablement quelqu'un dans votre foyer, une ressource avec qui vous pourriez communiquer, qui utilise régulièrement les taux et les calculs pour d'autres choses et qui peut peut-être vous aider en termes de calcul. Il pourrait être en mesure de fournir des ressources pour l'information au foyer afin de vous aider à recueillir des données de base ou d'autres renseignements. Alors, je pense qu'il est aussi utile de regarder à l'intérieur. D'accord, merci beaucoup. Je ne vois plus de questions. Merci encore de votre participation active et de vos questions.
Elle était excellente. Et merci à vous, Darius et Laurie, pour votre exposé. Vous devriez recevoir un bref sondage anonyme pour la séance d'aujourd'hui. Veuillez le remplir pour nous aider à améliorer nos programmes. Pour accéder aux présentations antérieures et pour voir les séances à venir confirmées, consultez le site Web de SPO. Nous vous avons déjà communiqué les jours prévus pour les séances à venir de cette série. Nous en avons terminé 2 et il nous en reste 4. Merci beaucoup et bonne fin de semaine.